Je ne vais pas prendre trop de temps, mais quand même, j'aimerais introduire notre sœur. Mais avant, j'aimerais vous présenter, parmi nos moines, on a 3 moines et 3 moniales. Et parmi un de ces moines, qui n'a pas beaucoup parlé, mais nous l'aimons beaucoup. Et c'est celui qui vous a guidé pour la méditation marché hier. Je parle de Thầy Pháp Khôi. Thầy Pháp Khôi, il est abbot du monastère de Blue Cliff. Alors, il est très calme, très gentil, et il donne des discours sans parole. Alors, il faut, quand vous voyez Thầy Pháp Khôi, apprenez sa pratique sans parole. Mais aujourd'hui, on va écouter Sœur Samadhi. Et je vais dire quelques mots pour que vous avez un peu plus de concentration dans l'écoute. Alors, notre cher et très respecté Thầy dit souvent qu'un Bouddha n'est pas suffisant. Et pourquoi je vous répète cette phrase aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais introduire Sœur Samadhi. Alors, elle est devenue mondiale très tard dans sa vie, mais sa pratique se répand plusieurs années avant qu'elle rentre au monastère du village des Pruniers. Alors, elle a pratiqué avec plusieurs sanghas de Paris, en Europe, en Espagne. Elle a fondé une famille. Elle connaît les difficultés, les obstacles de la vie familiale. Et surtout, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Sa profession, avant d'être moniale, elle est styliste de mode à Paris. Alors, une Anglaise qui allait à Paris, qui était styliste de mode, vous voyez que un Bouddha, ce n'est pas suffisant. Et j'espère que vous allez écouter et vous allez voir que elle est un modèle pour notre pratique, parce qu'on peut devenir le Bouddha, on peut rentrer et marcher sur le chemin pour devenir le Bouddha, comme Sœur Samadhi. Encore une chose, pas plus trop de temps, son nom, Samadhi. Dans l'enseignement, on parle souvent du feu de Samadhi. Le feu de Samadhi, c'est le feu de concentration qui peut brûler toutes les souffrances. Par contre, son nom du Dharma, c'est lune de Samadhi. Et la lune, elle enlève les souffrances par cette douceur de la lune. Alors, écoutez bien. Cher Thầy, cher Sangha bien-aimé, merci beaucoup frère. Je suis très contente qu'on s'assoie côté à côté, parce que comme ça je me sens beaucoup moins seule. Et en fait c'est moi, même si j'ai les cheveux blancs, je suis la toute jeune. Et voilà, mon grand frère, donc je préfère rester à côté de lui. Il faisait très froid ce matin, mais après tout ce que mon frère a dit, d'un coup je sens qu'il fait très chaud dans cette pièce. Alors d'abord je voudrais remercier le frère Pháp Khôi pour son enseignement hier. J'ai eu la joie de le traduire, donc comme ça je n'ai raté aucun mot.
je l'ai trouvé très très lucide et je sais que peut-être il y en a parmi vous qui n'étaient pas présents pour cet enseignement, mais c'était une très très belle introduction et je vais prendre le relais, mais vraiment dans un autre style parce que moi je ne suis pas capable de faire un enseignement érudit et très profond comme ça. Je vais simplement partager de mon cœur. Alors, j'ai quelques petites notes. Alors, je rappelle à tout le monde que le thème... D'abord, toutes mes excuses pour mon français. Je confonds toujours les masculins, les féminins. Mes excuses pour le massacre que je fais à votre langue si beau. Je vivais 35 ans en France, mais... je ne suis pas très bonne élève et donc je fais beaucoup de fautes. J'espère que vous allez pouvoir me suivre. Alors oui, le thème pour cette retraite, c'est éveiller la source de compréhension, ouvrir la voie de compassion. Et d'abord, je me suis posé la question, mais comment on va éveiller et pourquoi s'éveiller ? Et en fait, quand je pense de qu'est-ce qui se passe quand on est endormi, je crois que c'est là qu'on a le plus de nos problèmes. Parce que quand on commence à vivre d'une façon endormie, en pilote automatique, c'est là que toutes nos énergies d'habitude, pas très habiles, montent vers la surface. Et on a la tendance de commencer à être dans le jugement, de blâmer, de discriminer. En fait, on perd notre liberté. Quand on est endormi, on perd notre liberté. Bien sûr, on est aussi dans le déni. Quand on n'est pas éveillé, le déni prend place. J'ai lu récemment une traduction que je trouve très intéressante de le mot ignorance. On parle beaucoup d'ignorance dans le bouddhisme. Et cet auteur, il a trouvé que le mot déni, c'était assez intéressant. Et moi aussi, je trouve ça bien. Ça veut dire qu'il y a des choses en face de nous, mais on ne les voit pas. Donc c'est pour ça qu'on voudrait s'éveiller. Alors comment on va le faire ? Déjà, dès la première soirée ici, quand on a eu l'orientation, ma sœur Shunim, elle a parlé de première chose, c'est l'arrêt. Parce que si on est complètement perdu dans les distractions, en train de courir à droite et à gauche, d'être très busy, il n'y aura pas d'espace. Et en fait, ça c'est la deuxième chose que j'ai mise sur ma petite liste, comment éveiller cette source de compréhension. On doit s'arrêter et on doit se donner de l'espace. Parce que si on est tellement plein de souffrance et on est très très occupé, si on souffre trop, on n'a absolument pas d'espace, pas pour soi-même et surtout pas pour les autres. Donc il va falloir qu'on se crée de l'espace. Et quand on crée de l'espace, Tai parle de « je suis arrivé, je suis chez moi ». Et pour moi, ça c'est de se créer de l'espace. D'abord, on va cultiver les conditions qui font que on peut sentir qu'on est arrivé et qu'on est chez soi, avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire de se sentir en sécurité, avec un certain confort. Les choses que chacun de nous, on sait, on a vraiment besoin de sentir à l'aise pour créer cet espace. Alors, je vais emprunter une des pages de mon grand frère qui est sur le tableau. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est notre cœur. Enfin, en toute façon, ça m'a beaucoup parlé. Comme le frère a dit, le plus qu'on est âgé, le plus qu'il y a des chances que notre pauvre cœur est plus de tout rose et joli et pulpeux comme on était petit enfant, mais ça devient rétréci, vieilli, avec des blessures partout. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est en commençant là
où on est, qu'on a toutes les opportunités de pouvoir transformer. En fait, comme dit Tai, pour le lotus de s'épanouir, il faut la boue. Le lotus pousse dans la boue. Et voilà notre boue. Tai parle de le bienfait des souffrances. Et c'est exactement comme ça qu'on peut utiliser toutes les souffrances qu'on a. Parce que comment on peut comprendre les autres? Dans le titre de la retraite, Ouvrir la voie de compassion. Comment on peut avoir compassion pour l'autre si on n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire de souffrir? Bien sûr, il ne faut pas trop souffrir. On sait qu'il y a des gens, peut-être il y en a dans cette pièce, qui ont subi des traumatismes très graves pendant l'enfance. Et on sait maintenant que ces personnes, leur corps enregistre tous ces traumatismes. Et petit à petit, il y a plus en plus des systèmes corporels qui se ferment parce qu'on ne veut pas voir des choses trop difficiles autour parce que ça peut déclencher encore la peur, la colère, la peine. Et donc, quand on a trop de souffrance, énormément d'énergie de notre corps est utilisée pour en fait créer un déni tout autour de nous pour que notre vision, c'est comme si on regarde dans un tunnel et on voit de moins en moins des choses dans le monde. Et ça, c'est une situation très très difficile et bien sûr, c'est l'opposé d'avoir de l'espace. Donc c'est pour ça que si on a, il faut pas avoir trop de souffrance. Si on a vraiment beaucoup de souffrance, il va falloir vraiment chercher de l'aide professionnelle. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec la pratique. Et si on n'a pas trop de souffrance, la pratique peut vraiment nous aider à transformer beaucoup. Donc Tai dit, il nous dit, notre enseignant Thich Nhat Hanh, qu'on appelle Tai, qui veut dire enseignant, que si jamais il avait l'opportunité d'aller au paradis, si dans le paradis il n'y a pas de souffrance, il ne veut pas y aller. Et ça c'est parce que il nous enseigne que s'il n'y a pas de souffrance, comment on peut comprendre l'autre? C'est avec nos souffrances, en touchant, pas trop, mais une juste quantité, on peut avoir une idée comment l'autre souffre. Donc, la sortie pour nous tous, c'est vers l'intérieur d'abord. Notre frère, il a terminé son discours hier en disant que notre pratique, c'est de pratiquer comme des jardiniers. Moi, j'aime beaucoup le jardinage. J'ai eu le grand joie au Blue Cliff pendant les 2 dernières années, je crois, de m'occuper de le jardin des fleurs. Et ça, c'était vraiment mon bonheur total. J'adore jardiner et c'est pas pour rien que mon papa, ma maman, mes grands-parents, mes ancêtres, quasiment tout le monde, adore jardiner. Jardiner, c'est une merveilleuse, je sais pas comment on peut dire, synonyme peut-être pour la pratique. Qu'est-ce qu'on fait quand on jardine? D'abord, c'est quoi la première chose qu'on fait? C'est qu'on observe. Parce que c'est absolument pas la peine d'acheter une magnifique fleur tropicale et aller le mettre dehors. Parce qu'on sait ce qui va se passer pendant l'hiver canadien. Ça va pas durer. Ça va créer la souffrance pour ce pauvre plante. Donc, comme dans la permaculture, vous avez écouté hier soir, je crois, la première guidance de la permaculture, c'est observer et puis interact avec l'environnement. Pas avec la violence, mais en allant avec. Et
pendant une période que j'habitais en France, j'ai eu la grande joie de vivre dans les montagnes, dans les Préalpes. Et c'est là où j'ai créé vraiment mon premier jardin. J'avais beaucoup de terrain, mais c'était un terrain assez difficile. C'était comme ça, déjà. Et que des cailloux. Et j'ai dit, ouh là là, ça ne ressemble pas vraiment les jardins de mes parents en Angleterre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé beaucoup de temps de me balader dans les montagnes et j'ai regardé quelles plantes étaient très contentes et s'épanouissaient dans les montagnes, comme les hellebores, les roses de Noël, les euphorbies, les plantes comme ça, magnifiques. Et donc, en amenant toutes ces plantes-là dans le jardin, et bien sûr les plantes alpines, j'ai pu faire un jardin qui était très heureux. Et donc c'est exactement comme ça qu'on va faire avec la pratique. On va créer les conditions pour que la compassion, la compréhension, la compassion, que c'est quasiment... il y a l'inter-être entre les deux, pour qu'il puisse jaillir toute seule. C'est pas nous qui va dire. Alors, je veux que vous voyez quand je suis violente ce qui se passe. Donc c'est pas en disant je veux comprendre ou je veux avoir compassion pour mon collègue au travail que ça va se faire. Malheureusement, non. Donc c'est dans la création des conditions que nous allons pratiquer. Je vais demander un son de cloche. Donc j'avais noté quelque chose ici qui m'a beaucoup parlé, que j'ai lu récemment. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on ressentit dans le corps avant qu'on peut se poser la question pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on ressent dans le corps? Parce que nos émotions, c'est quoi les émotions? C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est des émotions difficiles comme la colère, le désespoir, la tristesse, la peur. Et comment on ressent ça? C'est pas ici. Bien sûr, souvent on pense beaucoup, mais c'est pas là que ça se passe, c'est dans notre corps. Et les émotions, ça veut dire de bouger vers quelque chose qui se passe, de bouger vers quelque chose qu'on ressent dans le corps. Nos émotions, c'est des choses très très utiles, sont des messagers qui nous disent coucou, réveille, il y a peur, donc faites attention, on est en train d'entrer dans un nouvel territoire, fais gaffe, il faut juste regarder. Donc les émotions sont très très utiles. Mais le problème, c'est quand on est vraiment sous l'emprise de beaucoup d'émotions et en plus quand on commence à les entretenir avec ça, avec le mental. Comme dit Tai, souvent on verse le fuel sur le feu de nos émotions et ça les maintient. Donc la première chose à faire quand on a des grandes émotions, parce que d'abord, il va falloir trouver l'espace en nous-mêmes pour qu'on ait de l'espace pour l'autre. Donc pour créer cet espace, on a parlé déjà de l'arrêt, et puis on va revenir au corps. Donc peut-être on peut faire ça tout de suite maintenant. Donc je vous invite à s'asseoir avec le dos droit et fermer les yeux. Et on va revenir à notre corps. Donc d'abord, on prend conscience des points de contact entre notre corps et son soutien. Donc ça veut dire nos fessiers sur le coussin ou la chaise et nos genoux sur le sol ou les pieds sur le sol si vous êtes sur une chaise.
Donc on commence à se sentir enraciné. Le dos est droit, on lâche les épaules et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant? On prend note qu'on est en train de respirer. On observe le va-et-vient du souffle. Chacun de nous va ressentir quelque chose de différent. Pour moi, tout de suite, j'ai le cœur qui bat beaucoup. J'ai l'intensité dans mon front parce que là, je me sens très vulnérable devant vous. J'ai même la gorge un peu coincée parce que j'ai peur. C'est mon corps qui me dit « Ouh, j'ai peur !» Mais ça va. Avec chaque expire, je peux lâcher mes tensions. Très bien, on peut ouvrir les yeux. Donc c'est en revenant régulièrement au corps que petit à petit on devient beaucoup plus sensible de tout ce qui se passe dans nos corps, parce que nos corps retiennent toute notre sagesse, les blessures, comme on voit aussi, mais aussi beaucoup de sagesse. Et si on peut se donner le temps pour écouter, il y aura la sagesse qui va surgir de notre tréfonds. Parce qu'on n'est pas que nous. Nous sommes beaucoup plus grandes que nous. Chacun de nous, nous avons nos parents en nous, nos grands-parents, les ancêtres, aussi nos enseignants, nos amis, les ancêtres de paix. Donc, on n'est pas du tout séparés. On est connecté avec toute cette planète. On est en connexion. Donc, une fois qu'on revient à notre corps, on voit qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a des émotions fortes, on peut les nommer. On peut dire « Bonjour, mon petit peur. Je sais que vous êtes là. Je vais prendre soin de vous. » Vraiment comme l'enfant qui pleure. Donc, on imagine qu'on a le bébé qui pleure et on prend le bébé dans les bras. Et simplement le fait que le bébé sent la présence de sa maman, le bébé va se sentir plus en sécurité, va se calmer. Et on fait ça avec nos émotions. Donc on les embrasse et on les observe, on les nomme et on les embrasse. Et là, on commence à créer de l'espace. On n'est plus son grosse émotion, on a pris une part en arrière et on est plus grande que son émotion et on a créé cet espace et c'est dans cet espace que la compréhension et la compassion peut surgir toute seule. Là, on a commencé à cultiver notre jardin. Aussi, j'ai noté qu'en fait, c'est le premier pas vers la liberté aussi, parce que d'un coup, on n'est plus sous l'emprise de notre pilote automatique, on est 100% présent pour ce qui se passe, et donc il y a des grandes chances qu'on va avoir une beaucoup meilleure idée de ce qu'il faut faire et ce que surtout il ne faut pas faire. Et ça va être notre guide. J'ai voulu juste vous raconter une petite histoire, un moment où j'ai vraiment compris quelque chose. Ça concerne mes parents. Mes parents sont mes grands enseignants. Mais ça s'est passé il y a peut-être 10 ou 15 ans maintenant. Mais mes parents devenaient âgés. Et chaque fois que je les rendais visite, c'était pas très facile. Je sentais ils étaient pas très présents, ils étaient de moins en moins intéressés dans mes histoires, de ce que je fais. Et ils étaient beaucoup plus absorbés par toutes leurs petites mal dans le corps et des problèmes et pas mal d'anxiété. Et en fait, c'était pas trop partisan l'idée pour moi de rentrer, passer du temps avec mes parents. C'était pas du tout nourrissant. Et c'était en partageant ça avec la Sangha. Donc déjà,
je sentais qu'il y avait cette malaise. Je me suis assise avec la malaise, dissatisfaction. Je me suis rendu compte que mes parents ne sont pas là pour longtemps, donc j'ai voulu vraiment passer les dernières années d'une façon le plus nourrissante pour nous tous. Mais je ne savais pas quoi faire, donc j'ai décidé de demander de l'aide. Donc c'est ça que j'ai fait dans la Sangha. Et il y avait quelqu'un qui m'a vraiment donné une perche. Cette personne, de leur propre expérience, m'a dit « Mais vous savez, les personnes âgées, ils arrivent à un moment, ils ont vraiment besoin d'être écoutés et de sentir que leur vie a eu de sens. Ils ont besoin d'une validation. Oui, de vraiment poser leur vie. Et ils sont moins intéressés dans nous, les petits. Maintenant, bon, nous, on fait notre vie et ils sont plus ou moins rassurés. Mais c'est maintenant eux qui ont besoin de ça. Et pour moi, je dis, oh wow, j'avais jamais pensé à ça. Donc, la prochaine visite à la maison, je me suis dit, bon, ça va être la direction. Et donc, cette fois-ci, cette visite à la maison, j'ai passé tout mon temps de poser des questions. Et ça, c'était difficile parce que je ne sais pas s'il y en a dans cette pièce, le même que ma famille, mais dans ma famille, en fait, on ne pose pas des questions. C'est une famille où, en fait, il y a énormément de déni. On ne parle pas de ce qui se passe. Et donc, pour pouvoir demander, alors papa, raconte-moi quand tu étais à l'école, comment ça se passait? Ou maman, raconte-moi ton premier travail, comment ça se passait? Et donc, ils ont commencé à parler. Et mon père, en fait, qui a commencé à perdre sa mémoire, il pouvait parler pendant 2 heures de son enfance et la maison où il n'y avait pas de l'eau courante et comment il a fallu chercher l'eau et chauffer l'eau pour le bain et toutes ces choses-là. Et en fait, ça leur donnait énormément de joie. Et bien sûr, quand on écoute à la langue nos parents, on apprend beaucoup de choses pour nous aussi, pour la pratique. C'est très riche. Et en fait, c'était le début d'un autre type de relation. En fait, je me sentais moins comme fille-parent, mais plus comme être humain, ensemble, être là pour les écouter. Et en fait, c'est comme ça maintenant que notre relation continue. Je suis là pour les accompagner et pour valider leur vie, pour qu'ils sentent que leur vie a eu de sens. Je vais juste finir, parce que je regarde l'heure. Je voudrais bien finir avec mon thème de corps, en parlant un petit peu de la compassion et une expérience que j'ai eue qui a complètement changé mon rapport par rapport à la compassion. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous avez lu les méditations méta sur la compassion, où on envoie la compassion aux autres. On a des petites phrases, on envoie la paix, le bonheur aux gens qu'on aime, les gens qui sont neutres, les gens plus difficiles. Mais pour moi, ça restait très, très intellectuel. Et je me suis dit, est-ce que ça fait du bien ou pas? Est-ce que c'est la magie? Est-ce que ça marche? Ça, je ne sais pas. Et un jour, dans une retraite, il y avait quelqu'un qui a dit, on va commencer avec nous-mêmes, avec notre corps et avec notre propre ressenti. Donc, je voudrais bien vous offrir juste un petit exercice très court pour toucher de la compassion. Donc, je vous demande de fermer les yeux, encore une fois. Et je vous invite à penser à quelqu'un qui vous a aimé. Peut-être quand vous étiez jeune, ou peut-être même moins jeune. Je sais, pour beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui n'ont pas senti très aimés à la maison. Donc, c'est fortement probable que ça ne sera pas un parent, mais ça peut être un ami, ça peut être un grand-parent, ça peut être même un animal. Pour moi, en fait, c'est ma chienne. Je pense à ma chienne. Donc peut-être vous avez un chat,
un chien ou un cheval. Ou peut-être c'était juste un ami, ou pendant un moment de détresse très profonde, cet ami était là pour vous écouter, pour que vous avez senti, entendu. Et visualisez cette personne, cet animal, et respirez. Et sentez ce qui se passe dans votre corps. Imaginez cette personne, cet animal très proche, suivant notre respiration. Peut-être cette personne est maintenant décédée, mais ça va, on peut penser à cette personne aussi. Et ressentez ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a les sensations de chaleur? Est-ce qu'il y a sensation dans le peau? Intensité quelque part? Ouverture ou pas? Est-ce qu'il y a peut-être les larmes qui viennent aux yeux ou un sourire? Restons dans cette sensation d'être aimé. Ou s'il y avait personne que vous sentez que vous a aimé, vous pouvez imaginer comment vous aurez aimé être aimé. Et simplement se baignant, se bercer dans cette sensation de connexion et d'être aimé. Et en fait, c'est cette sensation-là qu'une fois entraînée, on peut envoyer et on peut souhaiter à donner ça aux autres. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Nous allons avoir un son de cloche avant que je présente notre frère. Donc, chez Thai, chez Sangha, je présente mon frère, Chang Ke. Et mon frère, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des piliers de ce lieu, le village des érables. Pendant 32 ans, il est un pilier parmi 5 d'autres personnes pour construire ce lieu de refuge. Et donc mon frère va partager avec vous. Et il m'a dit que quelque chose qu'il aime beaucoup faire, c'est d'être paresseux. Alors, bonjour. Merci beaucoup, ma sœur. Surtout, elle a accepté de parler en premier. Comme ça, j'aurai le temps de me calmer et puis essayer de voir qu'est-ce que j'aimerais partager. Alors, on est aujourd'hui le 20 mai 2017 et c'est dans le temps. Et le lieu, c'est le village des érables. Avant de commencer, j'aimerais lever de main pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois à une retraite au village des érables. Oh. Merci beaucoup. Vous savez, les amis qui me connaissent, j'ai toujours une phrase, c'est toujours une journée mémorable. Et pourquoi je dis aujourd'hui c'est une journée mémorable?
parce que nous avons travaillé FAPCOI, je vous ai déjà présenté. Nous avons 3 moniales qui parlent français. Une qui vient de l'Angleterre, une qui vient de la France et une qui est canadienne. Sœur Hayan, ils parlent tous français. Alors, et surtout, nos sœurs vont partir pour la France par après. Alors, on ne sait pas si dans l'année prochaine, même avec les invitations, ils auront les conditions, n'est-ce pas? Alors, c'est une journée mémorable, n'est-ce pas? Bon, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est assez simple. Ma sœur m'a dit que je suis paresseux. Alors, j'aime des choses simples, faciles à se rappeler. Alors, je vais vous partager ce soir. J'aime beaucoup le titre ou le thème de la retraite parce que on parle de l'éveil, de la compréhension. Et ouvrir la compassion. Et juste avec le thème, je pense qu'on a quelque chose déjà à pratiquer. Pourquoi on vient avec la pratique? Et je ne dirais pas plusieurs d'entre nous, tout le monde vient à la pratique parce que on a quelque chose, on a des souffrances, ou on a des obstacles, ou des difficultés qu'on aimerait voir comment régler ça. C'est comme si on voit une banane qui est pourrie et on veut encore le garder, on va couper la partie qui est pourrie, n'est-ce pas? Pour toujours conserver la partie qui est bonne. Pour la banane, c'est facile. Pour notre corps ou notre personnalité, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Alors, pourquoi j'aime le titre de l'âme? Quand on parle de éveiller la compréhension, c'est éveiller quelque chose qui existe déjà, n'est-ce pas? Qui est endormi. Alors, la compréhension, elle est innée, elle est là. Il suffit de l'éveiller. Et des fois, ça prend juste à ça pour éveiller. Comme... Voilà. C'est l'éveil, n'est-ce pas? On reparlera de ça. C'est éveiller. Juste un petit geste. On peut éveiller la compréhension. Ce qui est bien là-dedans, c'est la compréhension, elle est là. Elle est là, elle est là. Juste l'éveiller. Ouvrir la compassion. La compassion, elle est là. Il suffit d'ouvrir la porte. Même si la porte, c'est entre-ouverte. Juste ouvrir la porte et le vent va s'en occuper. N'est-ce pas? Permaculture, n'est-ce pas? On ouvre la porte et puis le vent, lentement, va l'ouvrir et notre compassion va grandir. Alors, c'est, pour moi, le thème de la retraite peut déjà nous dire beaucoup. Quand on souffre, quand on a des difficultés, quand on est dans une impasse et on pense qu'il n'y a pas de solution, et on pense que personne, même Dieu, bon, peut-être Dieu, mais il est loin. Alors, comment qui va m'aider? Et si on se rappelle du thème, on devient plus optimiste, n'est-ce pas? Un peu plus. Parce que la compréhension est là,
la compassion est là. Alors, hier, notre frère Fabcom a parlé un petit peu de la compréhension. Notre sœur, aujourd'hui, a parlé beaucoup de l'écoute de soi-même, l'écoute de notre corps, l'écoute de nos parents. Alors, je vais présenter qu'est-ce qu'on va faire. Résumer un peu tout ça de façon très simple, facile. Vous n'avez pas à se rappeler ou à écrire, parce que c'est tout écrit, vous allez voir. Il suffit de faire 3 choses. Premièrement, écoutez. Deuxièmement, étudier. Troisièmement, pratiquer. Et pourquoi je dis que vous n'avez pas à écrire? Parce que quand vous allez faire les récitations des 5 entraînements ou des 14, à chaque fois qu'on lit les entraînements, on vous demande est-ce que vous avez étudié, pratiqué et observé l'entraînement depuis 1 mois, quelque chose? N'est-ce pas? En fait, observer, c'est écouter. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez le chant des oiseaux? Vous ne marchez pas. Hein? Vous écoutez, peut-être, si vous pratiquez bien. Mais quand on veut écouter, on va s'arrêter, on observe et on écoute. Cette écoute est une pratique de pleine conscience pour écouter notre corps, pour écouter ce qui se passe. Mais avec l'écoute, on ne rentre pas profondément parce que notre sagesse, elle est petite, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on doit étudier. Et pourquoi on doit étudier? Parce qu'on sait que nos ancêtres spirituels, dont Thay, par exemple, il est le représentatif de ses ancêtres, si on l'écoute, si on l'étudie, on va trouver beaucoup de choses, beaucoup de sagesse qui nous sont inconnues. N'est-ce pas? Et grâce à cela, on peut écouter plus profondément et trouver le chemin et voir clairement qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit pratiquer. N'est-ce pas? Je ne parlerai pas beaucoup sur comment pratiquer parce que je pense qu'il faut laisser quelque chose pour nos autres enseignants. Mais j'aimerais parler un petit peu de l'étude, parce que notre sœur a parlé de l'écoute, n'est-ce pas? Bon. Simple. Alors, comment on étudie? Thay Fabcom a déjà commencé. Je vais reprendre une de ces pages. Il a parlé des causes de nos souffrances. Voyez? On peut écouter « je souffre » ou « je suis en colère », mais on ne sait pas pourquoi je souffre, pourquoi je suis en colère. Alors, nos maîtres, nos sages, nos maîtres ancestraux nous disent qu'il y en a 4 causes. Toutes les choses, il y en a 4 causes. Hein? Une, semence, c'est la graine. C'est une plante qui veut pousser, il faut avoir une graine. Première cause. Alors, si on est en colère, où est la graine? Il faut chercher ça, il faut observer ça.
Où est la graine? Où est la graine de colère? Il faut pratiquer beaucoup pour peut-être trouver la graine. Deuxièmement, quelles sont les conditions pour faire germer la graine? Hein? Alors, je dis l'eau, par exemple, qui représente une des conditions pour faire germer la graine. Il faut la terre, il faut l'humidité, n'est-ce pas? Alors, c'est la deuxième cause pour la plante qui pousse. Alors, quelle est l'eau qui arrose ma colère? Troisièmement, si j'ai la graine et si j'ai l'eau, et la graine commence à germer, et pour que 4 ou 5 jours, j'ajoute plus de l'eau, où les conditions ne sont pas là. Les conditions favorables ou non, ou on peut dire continuation. Merci, sœur Dieu Hai. Alors, c'est la troisième cause pour continuer, n'est-ce pas? Alors, ma colère, pourquoi ça continue? N'est-ce pas? Pourquoi ça continue? Et, quatrième cause, ce sont des causes qui entrent par les 6 sens pour l'être humain. C'est-à-dire que c'est l'objet de notre mental. C'est-à-dire qu'on entend quelque chose, qu'on voit quelque chose, qu'on sent quelque chose, et ça fait monter en nous cette colère. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça fait monter en nous cette graine qui est déjà nourrie par nous, d'une certaine façon, chaque jour. Quand vous allez au bureau et puis vous avez un collègue qui dit quelque chose chaque jour et puis la colère reste là, et si on n'observe pas, si on n'écoute pas, on n'aura pas cette conscience que la colère, elle est là. Et puis un beau jour, ça éclate. Hein? Un beau jour, ça éclate. Dans le bureau, on va laisser le bureau, on va chercher un autre bureau. Si ça éclate dans la famille, c'est un peu plus difficile, mais des fois on laisse la famille, n'est-ce pas? Alors, il est très important d'écouter et de voir la graine, de voir clairement c'est les choses qui sont nécessaires et voir clairement les causes qui font continuer de faire pousser cette plante et de voir aussi quels sont les facteurs qui sont effets catalyseurs, n'est-ce pas? Alors, ce sont, je peux dire, catalyseurs ici. Mais en même temps, il ne faut pas seulement parler de colère, il faut parler de bonté aussi. Hein? Cette graine de compassion, quelles sont les conditions qui nourrissent ma compassion? Quelles sont les conditions qui continuent de nourrir ma compassion et quels sont les facteurs qui sont catalyseurs pour faire grandir ma compassion, comme prendre une retraite au village désirable, n'est-ce pas? Alors, c'est tout est là. Vous voyez que étudier justement 4 facteurs,
ça fait beaucoup de lumière, n'est-ce pas? Ça va éveiller notre compréhension. Et c'est pas difficile, c'est simple. Et puis on le sait. Et avec ça, notre cœur grandit. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de toutes les études, n'est-ce pas? Mais je vais parler quelque chose pour vous comment encourager ou inspirer. Hein? Et surtout pour les frères et sœurs TPN, les frères et sœurs dans l'ordre. Parce que ce matin, je pense que ce que je vais partager aujourd'hui, je pense que c'est un manifeste de nos membres OI. C'est un peu plus compliqué, mais ça reste simple. Sur la liste des discours qu'on va entendre dans la retraite, j'ai vu le discours des 8 réalisations des grands êtres. Et je ne sais pas si on aura l'occasion ou le temps pour vous faire écouter, mais ce signe déjà, vous avez fait écouter déjà 5 évocations des grands êtres, n'est-ce pas? Mais j'aimerais parler un petit peu pour vous inspirer, pour vous encourager, pour voir quelles sont les réalisations des grands êtres. Ah, mais ça nous aide. Parce qu'une étude, telle étude, je pense que c'est mieux que le calculus, hein, ou l'ANGEP, ou je ne sais pas. Tout ce qu'on a appris dans l'école, je pense que c'est mieux pour commencer avec quelles sont les réalisations des grands êtres. Il y en a 8. Alors c'est le double de l'autre. Après ça, je vais arrêter. Parce que c'est seulement pour vous inspirer. Alors, quelles sont les 8 réalisations des grands êtres? Numéro 1. Les grands êtres ont réalisé que les choses sont impermanentes, incluant vos souffrances, vos difficultés. Toutes les choses sont impermanentes. Alors, c'est très positif, n'est-ce pas? Et même si notre vie, on pense que notre vie est impermanente, c'est positif aussi parce que si on ne réussit pas des choses, de toute façon, on va mourir. À quoi ça sert? On va mourir de toute façon. Alors, ils ont réalisé que c'est impermanent. Toutes les choses sont impermanentes. Et c'est bien de se rappeler de cela. Deuxième chose, l'être humain a beaucoup de désirs. Et ces désirs, souvent, mènent à la souffrance. Quand on lit les 50 contemplations, on dit... quand je mange, j'aime manger ça. Mais si on aime manger les carottes et puis on mange seulement des carottes, on va devenir orange. N'est-ce pas? Il y a trop de choses, il y a trop de désirs. L'extrême amène à la souffrance. Alors c'est la deuxième réalisation des grands êtres. Troisième réalisation, c'est l'avidité. Alors, les désirs seulement, en tant que tel, n'est pas un vice. Moi, je désire que le village désirable se développe pour pouvoir accueillir beaucoup de monde. Mais c'est seulement l'avidité. Je ne peux pas attendre, je veux le finir, le grand faire grandir pour l'année prochaine. Et puis, l'année prochaine, si j'aurai 100 personnes qui viendront ici, moi j'aimerais avoir 200 personnes. Alors, c'est comme ça, l'avidité. C'est-à-dire, on a un désir et on sait que c'est jamais fini. Alors, il faut être conscient de cela.
On aimerait que notre enfant finisse le secondaire. Et quand l'enfant a fini le secondaire, oh, tu dois finir l'université. Puis après l'université, tu dois avoir un bon job, hein, un bon job, un bon emploi. Et puis après un bon emploi, tu dois avoir une bonne carrière. Et puis après une bonne carrière, là, il fait un burn-out, là. Et puis ça reprend, n'est-ce pas? C'est l'avidité. Alors les grands êtres ont réalisé que c'est l'avidité qui nous mène à nos souffrances, à nos difficultés. Et quatrièmement, c'est l'indolence. L'indolence. L'indolence, c'est quoi? Le synonyme peut-être de l'indolence, c'est la paresse. Alors, il faut faire moins attention. L'indolence. C'est-à-dire que malgré qu'on est conseillé, on est soutenu par nos frères et sœurs, par la famille, on laisse aller beaucoup de choses. Et même si on sait que la pleine conscience, ça nous apporte du bien, la méditation va nous calmer, mais aujourd'hui, j'aimerais pas faire ça. Alors c'est l'indolence. Et c'est le contraire de l'indolence, c'est la diligence. Et dans la pratique, on a besoin de la diligence pour nous amener à bien voir les choses, à réellement éveiller notre compréhension et ouvrir notre compassion. C'est l'indolence. Le cinquième. Facile, commence par un I aussi. C'est ignorance. C'est l'ignorance qui, notre sœur a parlé déjà, c'est l'ignorance. Et dans l'enseignement, l'ignorance, c'est un des 3 poisons. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est comme vous entrez dans une salle qui, imaginez ici, là, le soir, qui est obscure. Et puis on a des coussins un peu partout. Et puis vous allez marcher et puis vous allez trébucher. Et l'ignorance, c'est comme ça. On marche dans la noirceur, sans voir rien, sans entendre. Et puis on va trébucher. Et le contraire de l'ignorance, c'est la compréhension. C'est comme quand vous allez allumer la lumière. Vous voyez tout. Et ça ne prend pas de temps. 1 seconde, vous voyez tout. N'est-ce pas? Alors, les grands êtres ont réalisé que l'être humain a beaucoup d'ignorance et il faut travailler sur ça. Sixièmement, pauvreté. Pauvreté. Pourquoi on parle de pauvreté? Les grands êtres ont réalisé que l'être humain, notre personnalité, notre caractère, quand on souffre trop, quand on est au dépourvu, c'est là où ça crée beaucoup de problèmes. Alors, vous voyez que dans les pays pauvres, c'est difficile d'être une bonne personne. Dans les pays qui sont pauvres, ou qui sont des régimes totalitaires ou autoritaires, dont un minimum de personnes va hériter la plus grande richesse du pays et le reste est pauvre, il y a beaucoup de souffrances. Et ces souffrances, on dit que, pourquoi il y a trop de voleurs? Pourquoi il y a trop de crimes? Mais ce ne sont pas seulement
la cause de cela, il y a 4 causes, n'est-ce pas? Et ces pauvres gens subissent la pauvreté. Et les grands êtres savent que la pauvreté amène à beaucoup de vices. Pour celui-là, je vais vous raconter une anecdote zen, qui est très, très poétique. Alors un soir, le maître zen, il est dans son temple. Il est en train d'admirer et contempler la pleine lune. Puis il y avait un voleur qui rentrait lentement, doucement, dans son dos, et puis pour aller chercher des choses qui sont valables, qu'il peut vendre dans le temple. Et puis le maître, il savait déjà, mais le voleur, il ne pensait pas qu'il était reconnu. Il a pris les chandelles, il a pris les choses de valeur, et il s'apprêtait à sortir du temple. Et puis le maître zen dit, mon cher, si vous êtes attrapé, vous pouvez dire que c'est moi qui vous a donné la permission. Il a compris la pauvreté, n'est-ce pas? Et le voleur était parti. Et le maître, il dit, mon pauvre, je peux tout de vous donner, mais j'aimerais aussi vous donner cette belle lune et cette belle lumière de lune du Samadhi. N'est-ce pas? C'est la 6e réalisation. 7e. 7e, on parlait de désir. Mais les grands êtres n'ont pas resté là. Ils ont dit, mais il y a 5 désirs. Au moins. Alors il faut étudier pour savoir quels sont les 5 désirs, n'est-ce pas? J'ai étudié. Et puis je serai par cœur en vietnamien. Tài sắc danh thực thủy. Facile, hein? Tài sắc danh thực thủy. Tài, c'est la richesse de l'argent. Hein? Danh, c'est le côté être connu, hein? Renommé. La 3e, c'est manger des aliments. On mange, on mange, on mange, on mange. On aime ce qu'on mange et puis ça nous amène. Hein? C'est le désir de la cuisine. Le désir de la cuisine qui, avec l'avidité, forme une condition des causes de la souffrance, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Alors, c'est 5 désirs. Thủy, c'est dormir. Thủy, c'est dormir. C'est l'indolence. On a déjà dormi 7 heures, mais on ne veut pas se réveiller. Alors, c'est l'indolence qui est le contraire de la diligence. Alors, tài sắc danh thực thủy. 8e. Tài sắc danh thực thủy. Sắc. Sắc, c'est, deuxième, c'est sắc, c'est plaisir sensuel. Oh là là, celui-là. Pas écrire, puis seulement savoir que étudier nous amène à une meilleure compréhension de nous-mêmes et aux autres. Et vous aurez l'occasion d'étudier avec votre sangha. Hein? Parce qu'on dit souvent dans la culture vietnamienne, quand on commence à étudier, là, on va voir l'océan. Et puis l'océan est trop grand. Alors on va boire seulement une gorgée. Et puis si on va boire 10 gorgées, là, ça va être trop salé.
Alors 8, c'est 4 souffrances. Alors les Cranzettes, on dit que pour les êtres, tous les êtres, il y a 4 souffrances. Et tout le monde en souffre. Et ces 4 souffrances sont la naissance, sinh diệt lão tử, sinh bệnh lão tử, sinh c'est naître, être né dans le Soudan, c'est une cause de la souffrance. Être né au Québec, c'est une cause de la souffrance. D'autres sortes de souffrance, n'est-ce pas? D'autres types de souffrance. Mais on est né et avec toutes les autres causes, c'est une condition qui peut amener à la souffrance. Et quand on est né et on aura une maladie, alors la maladie va amener beaucoup de souffrance. Et quand on va vieillir, c'est une autre cause de la souffrance. Depuis 1 ou 2 ans, je continue souvent, malgré ma pratique de pleine conscience. Et je me suis dit toujours, mais ma pratique n'est pas bonne, parce que je passe mon temps à chercher des choses, n'est-ce pas? Avec l'âge. Je viens de la voir, où je l'ai mis. Où je l'ai mis, on cherche toujours des choses. C'est la vieillesse. Et puis on souffre de ça. On n'est pas tranquille. Mais je veux bien avoir ma montre, mon iPod, quelque chose on cherche. Et puis la mort aussi. Quand on pense à notre mort, on pense à la mort de nos aimés. Alors les Cranzettes ont su que tout le monde passe par là et ont beaucoup de souffrance. Et c'est à cause de cela qu'ils sont déterminés à apaiser. Et ils ont essayé de trouver comment pratiquer pour chaque chose. Alors, je reviens à l'idée de manifeste. Je reviens à l'idée de manifeste de nos membres de l'ordre de l'inter-être, parce que moi je pense que l'enseignement des 8 réalisations des grands êtres est un modèle pour nos frères et sœurs. Chaque personne, chaque membre, chaque frère et sœur rentre dans l'ordre de l'inter-être pour une raison. Mais je pense qu'il faut revisiter ça et redécouvrir ça. Cet enseignement est enseigné par nos ancêtres dans l'an 140 à 160, l'année 140, disons l'année 150. Alors, ils ont résumé l'enseignement du Bouddha et énoncé comment pratiquer si on veut devenir un grand être. Et dans ce sens, je pense que quand on devient un frère ou une sœur de l'ordre de l'inter-être, on veut devenir un grand être. L'enseignement nous montre comment. Mais tout le monde veut devenir un grand être. Parce que devenir un grand être, c'est devenir une personne qui a pu éveiller la source de la compréhension, qui a pu ouvrir son cœur pour la compassion. Alors pour cela, je pense que quand on aura la retraite de juin ici au village des Érables,
dont le thème est sur le chemin des bodhisattvas, sur le chemin des grands êtres. Alors on va explorer cet enseignement dans les détails pour pouvoir voir comment pratiquer cela. Et peut-être ça aidera à nos frères et sœurs dans l'ordre de voir le chemin est un chemin très joyeux, malgré qu'il faut pratiquer, il faut étudier, il faut écouter. Qu'est-ce que je veux d'autre que j'aimerais partager? Vous voyez, l'étude, il y a beaucoup de choses. Hein? Aujourd'hui, c'est seulement pour éveiller votre compréhension. Hein? Pas pour... Alors, pour vous donner un peu plus de curiosité, quand j'ai commencé à étudier l'enseignement, on parle beaucoup des nombres du Dharma. Alors, si on parle de 1, alors c'est quoi? C'est une concentration, un seul esprit. Quand on parle de 2, on parle de 2 vérités. Quand on parle de 3, on parle de 3 poisons. On parle de 4 causes de la souffrance. On parle de les 5 désirs. Hein? On parle de 6 façons de faire passer la rivière de la souffrance. Et puis ça continue jusqu'à 100. 8484 008. 84 000. Alors, l'océan des études est grand, mais tout passe par l'écoute. On peut étudier beaucoup, mais sans écoute, ça ne sert à rien. Souvent, les gens commencent par étudier. Il faut commencer par écouter, observer, arrêter. Et une fois qu'on a observé, on sait qu'on est ignorant, on est indolent. Comment trouver le contact pour allumer la lumière? Alors, à ce moment-là, l'étude va nous éclairer. Alors, ce n'est pas une étude comme aller sur l'Internet et puis il y a toutes les informations là, mais on ne trouve pas parce que on ne sait pas la raison pourquoi on va sur l'Internet, n'est-ce pas? Et écouter, étudier, pas du tout suffisant, n'est-ce pas? Il faut pratiquer. Et comment on va pratiquer? Venez au mois de juin et commencez demain à écouter nos enseignants pour l'écoute. Mais au moins, soyez sûr d'une chose, votre compréhension, elle est là. Il suffit de l'éveiller. Votre compassion, elle est là. Il suffit de l'ouvrir. Éveiller pour qui? Pour soi-même. Ouvrir pour qui? Pour soi-même. Et quand on ouvre, on s'éveille pour soi-même, on a cette capacité d'éveiller et ouvrir cette compréhension et la compassion pour les autres, incluant les animaux, d'autres êtres vivants et non vivants aussi. Alors, et
vous voyez que au fur et à mesure, vous voyez que l'univers, votre univers, notre univers, avec la pratique, s'ouvre. Alors, merci beaucoup, mes chers amis. Alors, je suis bien dans le temps, n'est-ce pas? Du micro pour vous faire une annonce de moi-même. C'est cet après-midi vers 2h15. J'ai l'intention de faire une promenade sur le sentier le plus long du village. Alors pour ceux et celles qui aiment explorer un petit peu les terrains du village, ils peuvent me accompagner.